Ici Frédéric Arnould à Montréal. Bienvenue aux téléspectateurs de TV5 Monde. Eh bien, après une accalmie de quelques jours dans le temps des fêtes, les urgences débordent presque partout au Québec. Selon certains médecins, la situation est même pire que par les années précédentes. Le taux d'occupation moyen atteint les 130 % et en moyenne, le temps d'attente sur civière dépasse les 20 heures. Une situation qui, évidemment, décourage plusieurs patients. Charlotte Dumoulin. À peine les fêtes terminées que les urgences du Québec débordent de plus en plus. À l'hôpital Charlemagne de Longueuil, l'attente est interminable, dit le fils d'un patient. Ça a pris quand même un bon 24 heures pour avoir une chambre. Il a passé 24 heures au triage, comme on va dire dans le corridor. D'autres ont décidé de faire demi-tour. On va aller chez nous, on va pogner de Tylenol, puis ça va faire pareil. Tout le monde est sur le roche, puis il manque tellement de personnel que... Attends-toi pas un miracle, là. Dans la province, le taux d'occupation sur civière ne cesse d'augmenter depuis 10 jours. Aujourd'hui, il a atteint 144 %. La situation est assez difficile là, et probablement plus que l'on l'a vu dans les dernières années. L'hôpital de Joliette est parmi les pires. L'urgence accueille plus que le double de sa capacité. Ça veut dire qu'il y a une grande partie des patients qui vont être dans des environnements qui ne sont pas optimaux. On parle d'un corridor d'urgence, sous des lumières avec du bruit autour. Mais en plus des civières, les salles d'attente dans les hôpitaux sont pleines. Les infirmières sont à court de solutions. Les patients refusent d'être réorientés soit vers leur domicile avec des conseils d'auto-soins, soit vers une clinique de première ligne à laquelle on leur a donné un rendez-vous. On pourrait leur offrir un rendez-vous. Les cas de COVID et d'influenza n'ont pas fini de surcharger les urgences, selon cette médecin. Tous les ans, le mois de janvier, c'est le mois qui est le plus propice au virus respiratoire. Puis, cette année, on en a 3 de front, comme l'an dernier. Alors, ce n'est que le début de la vague. Presque toutes les 15 régions du Québec ont un temps d'attente très élevé aux urgences, selon le site web Index Santé. Seule la Gaspésie, Île-de-la-Madeleine et l'Abitibi-Témiscamingue s'en sortent un peu mieux, mais la situation reste quand même fragile et peut changer d'heure en heure. Ici, Charlotte Dumoulin, Radio-Canada, Montréal. Bernard Drinville a annoncé qu'il déposera un plan de rattrapage pour les élèves qui ont manqué de nombreux jours d'école en raison des grèves des dernières semaines. Et Sarah, le ministre de l'Éducation, va présenter son plan le 9 janvier. En fait, c'est mardi prochain. Voilà, donc un plan qui est attendu, un plan de rattrapage qui s'est déposé juste à temps donc pour le retour en classe. Il faut dire que la grève dans le secteur public n'est pas sans conséquences sur le milieu de l'éducation. D'abord, pour ce qui est des élèves qui fréquentent les écoles affiliées à la CSQ, donc le Front commun, ils ont manqué 11 jours non consécutifs de classe. Mais pour ce qui est des élèves avec la FAE, donc les élèves qui étaient concernés par la grève générale illimitée des enseignants de la FAE, ils ont manqué plus de 20 jours de classe. Donc, pour ce qui est du ministre Bernard Drinville, il dit avoir fait plusieurs rencontres, des rencontres qui se sont succédées pendant le temps des fêtes, dans les derniers jours et encore aujourd'hui. Elles ont eu lieu avec les équipes du ministère, des centres de services scolaires, direction d'école, comité de parents, syndicats. Reste maintenant à voir quelles seront les mesures de rattrapage qui seront présentées mardi. Mais une chose est sûre, c'est que pour des comités de parents, c'est une bonne chose qu'ils soient déposés dès le retour en classe pour le mettre en place justement rapidement, en particulier pour accompagner les élèves en difficulté. La bonne nouvelle, c'est que le plan est issu de consultations que les gens ont travaillé fort au ministère de l'Éducation pendant le congé des fêtes pour justement pas arriver à la dernière minute. Il faut faire attention parce qu'on ne fera pas tout le rattrapage là, dès la rentrée, là, dès la semaine prochaine et tout ça. C'est un processus qui va s'échelonner sur tout le restant de l'année scolaire. Sarah, parlons maintenant d'un des syndicats du Front commun, la CSQ, qui compte des enseignants parmi ses membres. La CSQ est parvenue à une entente de principe. Oui, donc une étape de plus. Elle devra ensuite présenter cette entente de principe à ses membres. Pendant ce temps, il y a d'autres instances syndicales, d'autres syndicats qui sont en rencontre en ce moment, qui analysent des propositions d'entente et qui auront à les présenter ensuite à leurs membres. Je rappelle qu'on aura davantage de détails sur l'entente pour les syndicats du Front commun. On parle d'augmentation prévue de 17,4 %, point de presse qui est prévu dimanche. Et pour ce qui est des syndiqués de la FIC, donc infirmières, travailleurs de la santé, toujours pas d'entente et pas de journée de grève prévue d'ici le 15 janvier. Merci pour ces précisions, Sarah. Au revoir.
Le chef de la diplomatie américaine, Antony Blinken, effectue une nouvelle tournée des capitales du Moyen-Orient, dans le but évidemment d'éviter un embrasement dans la région. À Beyrouth, des centaines de personnes se sont réunies pour les funérailles du numéro 2 du Hamas. Et en Iran, là, les autorités jurent de se venger au lendemain d'un double attentat meurtrier. Un attentat qui était revendiqué par le groupe armé État islamique. Voici le récit d'Audrey Neveu. Des centaines de personnes se sont rassemblées pour honorer et bénir Saleh al-Arouri, le numéro 2 du Hamas. Sa dépouille a ensuite été transportée et enterrée au cimetière du camp de réfugiés palestiniens de Shatila, au Liban. Saleh al-Arouri et plusieurs autres dirigeants du Hamas ont été tués dans une frappe contre leur bureau de Beyrouth, fief de leur allié, le Hezbollah. L'armée israélienne refuse de confirmer avoir mené l'attaque. En raison de cet assassinat en sol libanais, la guerre entre Israël et le Hamas menace d'embraser tout le Proche-Orient. Le conflit pourrait se régionaliser davantage si le chef du Hezbollah déclare la guerre à Israël lors de son discours de vendredi, comme le lui demandent certains de ses partisans. Si Dieu le veut, nous prendrons notre revanche, même après 100 ans, déclare cette femme. Espérant calmer les esprits, le secrétaire d'État américain entame jeudi une visite dans la région, sa 5e depuis le début du conflit. Saudi Arabia, Israel, the West Bank and Egypt for meetings with foreign counterparts. Antony Blinken visitera notamment l'Arabie saoudite, Israël, la Cisjordanie et l'Égypte d'ici le 11 janvier. L'armée israélienne a quant à elle détaillé les prochaines étapes de ses opérations militaires dans la bande de Gaza, prévoyant une approche plus ciblée. Elle a aussi assuré qu'aucun civil israélien ne s'établira dans l'enclave après la guerre, mais elle conservera une force opérationnelle sur place. Le président iranien a aussi accusé Israël d'être responsable de la double explosion qui a fait plus de 80 morts mercredi dans le sud du pays. Mais c'est le groupe armé État islamique qui l'a revendiqué sur son compte Telegram. Selon les États-Unis, il n'y a pas de raison de douter de cette revendication de l'attaque la plus meurtrière de l'histoire du pays. Ici Audrey Neveu, Radio-Canada, Montréal. Encore un nouveau drame lié à la violence armée aux États-Unis. Cette fois-ci, un tireur a ouvert le feu dans une école de l'Iowa au premier jour de la rentrée des fêtes. Un élève de l'école a été tué et 5 autres personnes ont été blessées. Yasmine, on a appris que l'assaillant fréquentait en plus cet établissement scolaire. C'était un élève de l'école secondaire de Perry. Il avait 17 ans et il a ouvert le feu sur ses collègues de classe en faisant donc 6 victimes, 1 mort et 5 blessés, dont on ne craint pas pour la vie en ce moment. On ne connaît pas l'identité des victimes. Par contre, on sait que la personne qui a perdu la vie était un ou une étudiante de 6e année, donc de 11 à 12 ans. Et selon les autorités, le tireur était actif sur les réseaux sociaux au moment de la fusillade avant de s'enlever la vie. Les policiers ont été appelés sur place vers 7h30 ce matin. C'était donc avant que les cours commencent et c'est ce qui a permis d'éviter le pire. Là-dessus, je vous laisse écouter les témoignages de 2 parents qui étaient bouleversés. I thought she was like exaggerating. I was like, no way, like that couldn't happen. Like you guys just heard something and then nope, that's what she heard and it could have been her. She heard 3 gunshots that could have been pointed at in her direction. It was a text message this morning from my daughter, and it was absolutely horrifying. Like, that's one of the worst moments in my entire life, but the best phone call I got was saying that they were okay. I'm glad that they're okay. Yasmine, malheureusement, on sait que les fusillades font partie du quotidien des Américains, mais celle-ci, c'est la première de l'année, en fait, dans une école en plus. Oui, et on est seulement le 4 janvier. Pour vous donner une idée, l'an dernier, c'est 37 fusillades qui ont été répertoriées et qui ont fait 20 morts dans des établissements scolaires, selon un décompte du journal spécialisé Education Week. 51 fusillades en 2022 qui ont fait 40 morts et 35 en 2021 qui ont fait 15 morts. Donc, vous le disiez, c'est une réalité à laquelle on est habitué, mais il y a quand même eu beaucoup de réactions politiques aujourd'hui. Du côté démocrate, on voudrait
faudrait que cette fusillade force des changements législatifs. Du côté républicain, plusieurs élus aujourd'hui qui ont prié avec les familles des victimes et qui n'ont pas demandé de changement législatif. D'ailleurs, il y a plusieurs candidats à l'investiture républicaine qui étaient en Iowa aujourd'hui. Ils faisaient campagne parce que le caucus dans cet État est dans une dizaine de jours, mais de ce côté-là, ça n'a pas tellement rouvert le débat par rapport au contrôle des armes à feu. Un mot en terminant pour vous dire que les élèves de l'école secondaire de Perry seront de retour en classe la semaine prochaine seulement, après des vacances des fêtes qui ont été un peu plus longues que prévu. Merci Yasmine. Au revoir. Au Japon, 242 personnes sont toujours portées disparues après les séismes du Nouvel An. Les autorités ont dénombré au moins 92 morts, mais le bilan devrait s'alourdir encore à mesure que les recherches continuent. Les efforts de sauvetage se poursuivaient aujourd'hui, bien que l'espoir de retrouver des survivants s'amenuise d'heure en heure. 2024 s'annonce une autre année difficile pour les restaurateurs. Il y a plusieurs d'entre eux qui peinent à tenir la tête hors de l'eau avec l'inflation, la baisse d'achalandage et aussi le remboursement des prêts du gouvernement fédéral obtenus pendant la pandémie et qui est dû dans 2 semaines. Certains ont déjà dû prendre des décisions difficiles et se sont donc résignés à fermer leur établissement. Marie-Isabelle Rochon. Banane, les frères, je te sors ça. Je te mets ça là-dedans? Oui, mets-les là-dedans. Jean-François Girard vide ses frigos. Un organisme de bienfaisance est venu ramasser ses invendus. Après 10 ans en affaires, c'est la fin du Beaufort Bistrot, situé sur la Plaza Saint-Hubert, à Montréal. On fait ce métier-là pour créer un bonheur. Même s'il est éphémère, il est important. On crée un lien d'appartenance, on crée un lien chaleureux et humain. Malgré la passion du métier, le fardeau financier devenait insurmontable. À chaque mois, j'étais en perte. À chaque mois, à part mon mois de décembre, qui fut exceptionnel, mais pour tous les autres mois, perte, perte, perte. Ses clients étaient au rendez-vous, mais les frais fixes comme les salaires et les aliments n'ont cessé d'augmenter. Son loyer est passé de 2 000 à 8 000 $ en une seule année. Après des mois à chercher des solutions, la faillite était la seule issue. Je me payais même pas. Je veux dire, après une année où tu travailles, une année et demie de 22 ans, où tu travailles 7 jours sur 7, 6 jours sur 7, épuisé, tu n'arrives même pas à te retirer des revenus. Jean-François Girard n'est pas le seul à mettre les clés sous la porte de son restaurant. Le groupe Brasserie T a également annoncé la fermeture de ses 3 succursales. Les frais d'exploitation de notre cuisine de production étaient trop élevés pour fournir seulement 3 succursales. Nos opérations étaient déficitaires. On l'a remarqué avec l'automne 2023 où on a constaté une baisse d'achalandage. S'il y a un ralentissement économique, je vous dirais d'1 an et même plus, alors là, oui, le secteur va être durement impacté. Après 2 ans de pandémie et des prêts à rembourser, les restaurants montréalais pourraient être plus durement touchés qu'ailleurs au Québec. La compétition et le coût des locaux y sont plus importants. On ne voit pas de recrudescence du nombre de dossiers dans les régions, mais on sait qu'il y a quand même, à Montréal particulièrement, beaucoup de demandes présentement pour analyser qu'est-ce qu'on fait avec la situation. Les œufs, je vais te les prendre, il n'y a pas de problème. Jean-François Girard a tenu à bout de bras son restaurant pendant des mois. Prendre la décision de passer à autre chose puis d'avoir hâte de passer à autre chose, ça, c'est très joyeux. Il quitte le milieu de la restauration, le cœur léger. Ici Marie-Isabelle Rochon, Radio-Canada, Montréal. Le père de la fillette qui a fait l'objet d'une alerte Amber a été accusé d'enlèvement. Il restera détenu jusqu'à son retour en cour demain. La mère de 18 ans a comparu hier au palais de justice de Montréal. Elle se serait introduite par effraction dans la résidence des grands-parents de l'enfant. Les policiers ont retrouvé l'enfant et sa mère vers 2 heures hier matin. Les audiences de détermination de la peine de Nathaniel Veltman ont débuté aujourd'hui à London, en Ontario. L'homme a été reconnu coupable de 4 meurtres prémédités pour avoir foncé sur les membres de la famille Afzaal avec sa camionnette en juin 2021. Il recevra minimalement une peine d'emprisonnement à perpétuité, ce qui est la peine prévue pour les homicides au premier degré. Des dizaines de proches des victimes se sont adressés au tribunal et d'autres doivent encore le faire demain. Un imam de la région a fait part du climat de peur dans lequel vit la communauté musulmane en marge du procès. The pain felt by the family and the community surrounding our London family is real. The grief is real. The struggle, the sense of fear, the apprehension and lack of safety and security are all real.
L'année 2024 débute avec des températures extrêmes un peu partout en Europe. Alors que des pluies torrentielles s'abattent sur la France, l'Allemagne et la Belgique, il y a une vague de froid qui traverse les pays scandinaves. Petit tour d'horizon des intempéries avec Sarah Derry. On subit une troisième grosse inondation. Voilà ce qu'on subit en ce moment. À peine 2 mois après des crues historiques, le Pas-de-Calais en France est à nouveau touché par des inondations. Des centaines de résidents ont dû être évacués et ils ne sont pas seuls. Ailleurs en Europe, les pluies torrentielles ont aussi causé des dégâts importants. Dans cette ville au sud de la Belgique, les autorités se préparent à intervenir auprès de sinistrés. Il faut aussi savoir que la ville de Bouillon, je ne vais pas dire est habituée, mais ce n'est pas quelque chose qu'ils n'ont jamais connu. Et les gens sont assez rassurés malgré tout. Même si ce n'est pas la première fois, certains citoyens ont tout de même été pris de court. Je suis dépassée depuis hier, on n'a pas fermé l'œil. Et ma petite fille, elle est partie, c'est sa marraine. Scénario similaire dans l'est de l'Allemagne, où on se prépare à d'autres pluies après une courte accalmie dans les derniers jours. Lors d'une visite dans une zone touchée par les inondations, le chancelier du pays a tenté de se faire rassurant. Nous resterons solidaires et nous ne laisserons aucun citoyen de côté, a-t-il soutenu. Pendant ce temps, au nord de l'Europe, les pays scandinaves font face à une vague de froid sans précédent. Nous avons perdu le courant cette nuit. Je me suis levée et j'ai vu qu'il faisait moins 38 degrés, raconte ce Suédois. Pire encore, dans un village au nord du pays, des températures de moins 43,6 degrés ont été enregistrées du jamais vu depuis 1888. La neige et le froid ont perturbé les transports sur cette autoroute. Des dizaines de camions y sont restés coincés. La Russie n'est pas en reste. Le mercure a chuté à moins 27 degrés à Moscou, une première en 74 ans pour un 4 janvier. Ici Sarah Derry, Radio-Canada, Montréal. Sur la Côte-Nord, il y a près de 100 personnes qui vivent en situation d'itinérance selon Québec, mais il y en aurait beaucoup plus, en fait, de ces sans-abri dans la région, en tout cas si l'on en croit des organismes qui leur viennent en aide. Charles-Étienne Drouin en a rencontré 2 qui ne font pas partie du décompte à cette île. Si on prend le temps de nous parler, c'est pas long qu'on comprend qu'on est dans la rue. Là. Jackie Riverain-Imbeau est l'un des visages de moins en moins cachés des sans-abri sur la Côte-Nord. À cette île, cette femme de 27 ans vit sans domicile depuis environ 3 mois. Pour se réchauffer lors des longues nuits froides, elle et son copain tentent du mieux qu'ils peuvent de trouver refuge. Je vis chez des amis, un peu chez des amis. Quand il y a personne qui peut nous prendre, dans les entrées de bloc. C'est plate, on se fait pointer du doigt si on se fait pas mettre dehors. Il n'y en a pas de logement en bas de 800. Cet homme de 64 ans est aussi à la rue depuis l'automne dernier. Il n'est pas en mesure de payer plus que 800 $ par mois pour son loyer, une somme qu'il a déboursée mensuellement jusqu'à tout récemment. Mon bloc a été vendu à un autre, puis là, ils ont tout défait le bloc. Sans me dire que cette journée-là, ils défaisaient, puis j'ai tout perdu dans mon 4,5. L'itinérance à sa Côte-Nord est cachée. Dans les régions, c'est caché. Tu as beaucoup de personnes qui vont être justement dans des blocs appartements, qui vont être chez des amis. Il y en a qui vont en forêt. En forêt, ils font des petits campements. Transit cette île, qui intervient pour accompagner les personnes sans domicile fixe, estime qu'une centaine de nouveaux logements abordables de type 3,5 sont nécessaires pour lutter contre l'itinérance à cette île. Ce chercheur en santé mentale considère toutefois que les besoins en logement pourraient être plus grands dans les prochaines années. Probablement, à long terme, ça va prendre plus que 100 logements parce que peut-être le besoin actuel, c'est 100. Mais il va y avoir des nouvelles personnes qui vont devenir itinérantes avant que les 100 logements soient prêts. La dignité, c'est ce que cherche Jackie Riverain-Imbeau. Elle ignore encore ce que l'avenir lui réserve à court terme, mais elle garde espoir pour les prochaines années et souhaite devenir coiffeuse. Je vais être coiffeuse à domicile. Je vais me promener dans les maisons. Je vais coiffer la famille au complet. Ici Charles-Étienne Drouin, Radio-Canada, Sept-Îles. Un autre bagage de plus. Pascal, c'est le temps de sortir le vrai manteau d'hiver dans l'est du pays.
Et oui, cette fois-ci, sortez les bons manteaux parce qu'on a présentement un passage d'un front froid qui apporte des températures beaucoup plus froides. Alors, le mercure va chuter drastiquement, qui apportera, oui, des températures plus froides, mais surtout avec le refroidissement éolien, on attend un ressenti entre moins 20 et moins 25. Et plus au nord, l'Abitibi, Chibougamau, jusqu'à moins 30 avec le refroidissement éolien. Alors, faites attention au risque d'engelure, ça peut être très dangereux, mais au cours de la journée de demain, ça va se réchauffer un tout petit peu. Sinon, pour l'est de Terre-Neuve, on a présentement un avertissement de tempête hivernale. On attend de 20 à 40 cm de neige au total d'ici samedi. Et on ajoute également des vents violents de 70 à 80 km à l'heure. Des vents de 70 à 80 km à l'heure avec les rafales sont attendus. Alors faites attention sur les routes, il y a des risques de poudrerie. Demain, on a, oui, cette dépression qui arrivera demain en matinée. Ça va s'intensifier au cours de l'après-midi. Et sinon, derrière, pour le sud de la province, l'Ontario également, ce sera un ciel assez variable. Plus au nord, assez nuageux, risque d'averse au cours de la journée. Ça va se dégager samedi, surtout en avant-midi et sans nuageux au cours de l'après-midi parce qu'on a un second système qui apportera un peu de neige. On parle de 1 à 3 cm. Ce n'est pas des quantités significatives pour la journée de dimanche. En résumé, sur le sud de la province, assez dégagé pour les 2 prochains jours. On verra un petit peu de soleil. Ça va s'ennuager à partir de dimanche. Il fait très froid et c'est le même scénario pour le centre du Québec et la majorité des secteurs à l'est du pays. Sinon, plus au nord, un 2 cm d'accumulation demain. Ça va se dégager à partir de samedi, des températures beaucoup plus froides, surtout pour la baie James. Même chose pour le Bas-Saint-Laurent, la Beauce et la Gaspésie, très beau demain et ça persiste pour samedi également. Même chose pour la Côte-Nord. Les îles de la Madeleine, Saint-Jean-Terre-Neuve, risque de poudrerie demain. Beaucoup d'accumulation de neige, j'en ai parlé pour Saint-Jean-Terre-Neuve demain. Maritime, assez calme pour Moncton, Halifax, Charlottetown, 60 % de probabilité. Très calme pour l'Ontario. Oui, exactement pour l'Ontario. Samedi, ça va s'ennuager, un petit peu de neige prévue. Et finalement, pour Winnipeg, Regina, chute des températures, un petit peu de neige demain, très, très calme pour Calgary et Edmonton. Et Vancouver, beaucoup de pluie demain, jusqu'à 35 mm de pluie attendue. Merci beaucoup, Pascal. Nous vous avons présenté le téléjournal de Radio-Canada, édition internationale. Bonne journée à l'antenne de TV5 Monde.